Bonjour à tous, je m'appelle Marc Bouissou. Je suis actuellement président de la commission produits à l'IMDR. La commission produits, c'est le lieu où on discute des journées d'échange, des formations et de la diffusion de la connaissance, comme par exemple avec ce webinaire aujourd'hui. Également des projets avec des tickets de souscription. Ces projets permettent à plusieurs entreprises de travailler ensemble pour produire un résultat avec un fort effet de levier. Le guide dont je vais parler est un exemple de résultat de projet. Mais en fait, ce n'est pas au titre de président de la commission que je suis là, mais plutôt en tant qu'ancien chercheur de EDF R&D. Car c'est là que j'ai lancé l'approche MBSDA au début des années 90. À l'époque, on parlait de système expert, de base de connaissances, de génération automatique de modèles de sûreté de fonctionnement, mais le terme MBSDA n'était pas encore connu. Voilà le plan que je vais suivre. D'abord, je vais vous introduire le projet qui aboutit à ce guide, pourquoi on l'a lancé et comment on s'y est pris. Je dirai un petit mot de l'état de l'art qui a été réalisé au cours de ce projet. Et ensuite, je passerai à la définition du MBSDA, définition sur laquelle on s'est mis d'accord entre partenaires. Et je passerai ensuite au contenu proprement dit du guide. Alors, dans le guide, il y a 2 cas d'utilisation qui sont en annexe, donc bien séparés du corps du guide, dont vous voyez le plan à droite. Et ces cas d'utilisation, moi, je vais les utiliser au cours de la présentation pour le propos, pour tester dans des généralités qui pourraient être un peu trop vagues. Alors, la motivation de ce projet. Le MBSDA, c'est utilisé en fait depuis des décennies à EDF, également à Dassault Aviation, Airbus. Ça a été utilisé plus récemment à Thales, Naval Group, MBDA, Schneider, et d'autres compagnies. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça ne s'est pas généralisé, parce que ça fait quand même très longtemps que ça existe. Alors selon moi, il y a 2 raisons principales. Le côté, une réputation, on va dire, de lourdeur. Donc on pourrait penser que c'est un marteau-pion pour écraser une mouche. Et à cause de ça, donc, les gens hésitent à se lancer dans ce type de démarche. La deuxième critique qui est faite, c'est la complexité des modèles que l'on construit avec ces outils de MBSDA, qui fait qu'on a du mal à avoir de la confiance dans les résultats obtenus à partir de ces modèles. Donc, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour une meilleure acceptation du MBSDA. Et pour ça, il a semblé pertinent de créer un guide qui serait obtenu à partir d'un consensus d'experts dans le domaine. Et ce guide donnerait un cadre commun, clair et de confiance pour la réalisation d'études. Donc, on s'est lancé dans ce travail et avec une contrainte, on voulait que ce guide soit compatible avec le format des normes IEC, de façon qu'on puisse facilement ensuite le transposer en un projet de normalisation. Les moyens qui ont été mis en œuvre, ça a été donc un projet qui s'est déroulé sur une période de 18 mois. On a fait un état de l'art dans ce projet pour s'en nourrir. En fait, on n'est pas uniquement les avis des souscripteurs qui étaient autour de la table. Et ensuite, on a confronté les pratiques des experts dans les différentes sociétés qui participaient au projet.
L'intérêt, c'est qu'on a eu ainsi une richesse avec différents outils et différents langages de modélisation. Et on a réussi malgré tout à se mettre d'accord sur des définitions et des méthodes communes qui soient indépendantes en fait de ces outils ou langages. Voilà les acteurs du projet. Donc dans le cadre en jaune, vous avez les souscripteurs, c'est-à-dire les sociétés qui ont financé le projet et aussi apporté de l'expertise. Dans le cadre en bas à droite, vous avez on va dire la cheville ouvrière du projet, c'est-à-dire LGM qui a été choisi pour rédiger le guide. Et vous avez des universitaires, l'INSA Centre-Val de Loire et l'ISAE Supmeca, qui, eux, ont fait l'état de l'art et ont fait aussi des expérimentations avec les outils de NBSDA qui ont été mis en œuvre dans le projet. Le projet a été dirigé par Frédéric Milsan de Naval Group et moi-même côté IMDR pour assurer le bon déroulement du projet. Alors, dans l'état de l'art, je vais en parler très je vais juste dire un peu les thèmes qui abordés. Donc, on a regardé les définitions du MBSA. C'est l'occasion de dire que le D qui a été rajouté, MB dans MBSDA, c'est nous qui avons choisi de le mettre parce que nous avons pensé que c'était exactement les mêmes méthodes et outils peuvent être utilisés pour faire non seulement de la safety, mais aussi de la dependability. Donc, d'où l'ajout de cette lettre et le nouvel acronyme MBSDA. Donc, dans la littérature, ce qu'on trouve, c'est surtout le terme MBSA, avec différentes définitions. Et d'ailleurs, on n'en a retenu aucune de celles qu'on a trouvées dans la littérature. Nous avons fait notre propre définition. Et également, on a vu qu'il y avait deux grands types d'approches. Soit on construit un modèle MBSDA à partir d'un modèle système, ou bien on construit un modèle spécifique. L'état de l'art a permis aussi de faire une sorte de classification des formalismes, de voir les activités principales incluses dans le MBSA, et voir aussi ce qu'on entendait par vérification et validation d'un modèle. Alors, la définition sur laquelle on s'est accordé dans le cadre du projet, c'est la suivante. Méthode permettant de réaliser des évaluations ou simulations statiques ou dynamiques de sûreté de fonctionnement par propagation de défaillance, basée sur un modèle rédigé dans un langage formel et reposant sur une structure modulaire. Alors évidemment, c'est difficile de donner une définition en une seule phrase. On a essayé de rester quand même relativement concis. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va compléter ça par une série de propriétés qui sont caractéristiques du MBSDA. Donc ça sera sur le transparent suivant. Ce qu'on peut dire ici déjà, c'est que on englobe sous ce terme MBSDA des choses qui ont d'autres dénominations, le MBSA bien sûr, mais aussi ce qui est appelé dans la littérature le MBDE, Model Based Diagnostic Engineering, le MBMA, Model Based Mission Analysis, et le MBAA, Model Based Ability Analysis. Alors voilà donc les fameuses propriétés ou capacités, on va dire, du MBSDA qui caractérisent ce terme. Donc, première propriété, il s'agit de modéliser le comportement fonctionnel et dysfonctionnel du système dans le but de réaliser une étude de sûreté de fonctionnement. Deuxièmement, réalisation de plusieurs analyses de sûreté de fonctionnement à partir d'un même modèle, en analysant différents descripteurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle descripteurs ? C'est, par exemple, le top d'un arbre de défaillance, c'est une variable telle que la production d'une usine dont on veut calculer une moyenne, un écart type, ce genre de choses.
Alors, suivant les langages ou formalismes utilisés, ça peut s'appeler observer, indicateur, observable. Bon, il y a peut-être d'autres termes aussi. Donc, ce qui est important, c'est le fait qu'on puisse réaliser plusieurs analyses à partir d'un modèle unique. Troisième point, modélisation de fonctions ou composants organiques d'un système structurellement proche des modèles de la conception. Donc ça, je vais insister là-dessus dans les transparents qui suivent avec des exemples. Vous verrez que les modèles de sûreté de fonctionnement classiques sont très éloignés des modèles de conception. Et ça, ça rend les études plus compliquées. Quatrième point, aspect modulaire permettant de modéliser un système à partir de bibliothèques d'unités de modélisation réutilisables. Et cinquième point, comportement global du système obtenu à partir du comportement des unités de modélisation et de leurs interactions. Alors, on va détailler certains de ces points et on va voir comment ils sont censés effacer les inconvénients des méthodes classiques de sûreté de fonctionnement. Alors, dans ces méthodes classiques, on utilise des modèles classiques. Vous avez la liste ici. Et tous ces modèles, en fait, sont très éloignés des modèles de conception. Ils sont associés à une méthode de calcul unique. Alors, qu'est-ce que j'entends par unique ici? Si on prend un arbre de défaillance. Bon, évidemment, il existe des myriades d'algorithmes différents qui permettent de faire des calculs d'arbres de défaillance, mais in fine, on arrive toujours au calcul des coupes minimales et éventuellement la probabilité du top en fonction des probabilités des événements de base, et puis par exemple des facteurs d'importance, enfin différentes choses un petit peu pour compléter le calcul principal. Les modèles de sûreté de fonctionnement classiques sont peu modulaires, voire même totalement monolithiques. Alors le cas pathologique, je dirais, c'est le graphe de Markov. Le graphe de Markov, c'est quelque chose de monolithique et qui est complètement remis en cause dès qu'on fait le moindre changement d'hypothèse sur le système qui est modélisé. Donc ça, c'est vraiment une propriété très, très embêtante. De manière générale, les modèles sont peu robustes au changement d'hypothèse ou de cible de l'étude de sûreté de fonctionnement. C'est-à-dire que si vous avez un arbre de défaillance, par exemple, avec un certain événement indésirable concernant un système donné, si vous changez d'événement indésirable, vous êtes obligé de refaire un arbre de défaillance, quasiment en partant de rien. Donc ça, c'est le cas de changement de cible de l'étude de SDF. Et tous ces modèles, enfin, demandent une expertise fiabiliste, donc ça contribue à prolonger la séparation entre les concepteurs de systèmes et les fiabilistes, qui est évidemment dommageable pour la qualité des études et finalement la qualité des systèmes produits. Alors pour illustrer un petit peu graphiquement le point, les modèles classiques SDF sont très éloignés du système, j'ai pris un exemple dans le livre que j'ai écrit, là, dont vous avez le titre en bas de page. C'est un petit système de télécommunication. Vous avez deux sources de signaux, S1 et S2, et deux nœuds de transmission des signaux, N1 et N2. On a deux fonctions principales pour ce système qu'on appelle F1, transmettre un signal d'une source à N1, et vous avez la fonction symétrique, transmettre un signal d'une source à N2. Alors, si on veut faire un modèle de sûreté de fonctionnement, déjà classique, il va falloir choisir laquelle de ces deux fonctions on veut modéliser. Et vous avez différents modèles possibles. Vous pouvez utiliser un arbre d'événements, ici en haut à gauche. Vous pouvez utiliser un diagramme de fiabilité. Alors, vous voyez, déjà, l'arbre d'événements, il n'a vraiment rien à voir avec la topologie du système. Avec le diagramme de fiabilité, on s'en rapproche un petit peu, mais malgré tout, il y a une dissymétrie. On est obligé de choisir si on veut s'intéresser à la fonction F1 ou à la fonction F2.
Ensuite, vous avez le graphe de Markov ici, modèle monolithique avec, comme je disais, la propriété très embêtante que au moindre changement d'hypothèse sur le système, il faut tout refaire. Et là, vous avez un réseau de Petri, toujours pour désigner le même système. Donc là, on a un petit peu plus de modularité parce qu'on peut reconnaître dans cette zone-là 4 composants, 4 sous-parties avec des défaillances et réparations des différents composants. Mais en revanche, toute la partie au-dessus, qui est destinée simplement à savoir si le nœud N1, par exemple, est relié à une source ou pas, et bien, ça, c'est à construire complètement spécifiquement pour ce système-là. Et vous voyez qu'il n'y a aussi aucune... on ne peut faire aucun lien direct entre la structure du système et la structure du réseau de Petri. Donc, bien sûr, ça veut dire qu'il faut une expertise fiabiliste pour faire ce genre de travail. Alors, avec le MBSDA, on va pouvoir avoir un modèle qui va ressembler très fortement au modèle de conception. Généralement, un modèle MBSDA se compose de 2 parties. Il y a une partie graphique et une partie textuelle. Ici, par exemple, le graphique correspond à la topologie du système et la partie textuelle servirait à indiquer le comportement de chaque composant et la façon dont ils interagissent. Une fois qu'on a ce modèle MBSDA unique, on peut faire toutes sortes d'exploitations. On peut par exemple faire de la simulation interactive. Alors les outils permettent généralement d'avoir des colorations des icônes, par exemple, pour indiquer la défaillance d'un composant en rouge ou ce genre de choses. Donc ça permet de vérifier de manière heuristique et locale que le comportement du modèle correspond bien à ce qu'on veut. On peut faire des recherches systématiques de séquences qui amènent à un état désirable. On peut faire de la génération d'arbres de défaillance. On peut faire de la simulation de Monte-Carlo. Et aussi générer une AMDEC, générer un graphe de Markov, faire une additivité. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire toutes ces choses-là sur n'importe quel modèle de MBSDA. Mais potentiellement, on pourrait avoir accès un peu à toutes ces méthodes. L'intérêt étant qu'on part d'un modèle unique, et donc on a plusieurs traitements possibles par modèle unique. On peut analyser, par exemple ici, à la fois F1 et F2, à partir d'un modèle unique. Alors en fait, le MBSDA a l'avantage de mettre en œuvre 5 principes de gestion de la complexité que j'ai identifiés et développés dans mon livre. 5 principes que je vais rappeler ici. Premier principe, l'abstraction. Alors, à ne pas confondre avec l'approximation. L'abstraction, c'est ce qu'on utilise constamment en mathématiques quand on désigne par une simple lettre un objet mathématique qui peut être extrêmement complexe. Ça n'est en aucun cas une approximation, hein. C'est simplement une façon simple de désigner quelque chose de compliqué. Dans le MBSDA, par exemple, on va utiliser des icônes qui vont pouvoir représenter ici une pompe avec ses modes de défaillance, ses données de fiabilité, la façon dont elle propage les flux, etc. Deuxième principe, la factorisation et la généralisation. Ça s'utilise dans les langages informatiques orientés objets, avec la notion de hiérarchie entre classes. Ici, par exemple, on a une classe générique vanne qu'on peut spécialiser en vanne ou électrique. La pneumatique elle-même peut être spécialisée en vanne tout ou rien ou vanne réglante. Et ainsi, on évite de répéter au niveau des feuilles de cet arbre de classe, qui sont les objets qu'on va utiliser en pratique dans une étude, de répéter des informations qui sont factorisées en fait dans les classes de plus haut niveau.
dans des classes qu'on pourrait appeler abstraites. Un autre principe de factorisation très important, c'est la récursivité. Vous avez ici un petit exemple graphique. On part d'un carré et on enlève deux demi-carrés, deux quarts de carré plus exactement, et on obtient cette forme en T inversé. Ensuite, qui est composée de 3 carrés en fait. Si dans chaque carré on fait la même opération, on obtient cette figure et ainsi de suite. Et donc avec un principe très simple, on peut rapidement, en quelques itérations, aboutir à une figure extrêmement complexe, qu'on aurait beaucoup de mal à décrire d'une autre manière. Donc ça, c'est un autre principe de gestion de la complexité. Ensuite, on a l'indépendance. Alors ça, c'est très important. Dès lors qu'on a à l'intérieur d'un système des dépendances entre composants, on peut faire apparaître des phénomènes émergents, donc des comportements qui ne sont pas du tout prévisibles à partir simplement de l'examen des comportements des composants pris individuellement. Et ça, c'est donc un gros avantage des modèles MBSDA, puisqu'on va pouvoir décrire dans ce qu'on appelle des unités de modélisation des bouts de modèle relativement indépendamment les uns des autres. Et je dis relativement parce qu'il faut quand même prévoir que ces modèles, on doit pouvoir ensuite les assembler pour former un modèle de système. Et ensuite, c'est quand on va les assembler qu'on verra apparaître le comportement global. Ensuite, on a le principe de transformation. Bon, typiquement, par exemple, ça peut être le fait de transformer un modèle MBSDA en arbre de défaillance ou en un autre modèle comme plus calculatoire, comme par exemple un réseau de Petri ou ce genre de choses. Donc, construire directement l'arbre de défaillance, le réseau de Petri ou le graphe de Markov serait excessivement difficile, alors que grâce à la transformation, ça se fait automatiquement. Et enfin, dernier principe de gestion de la complexité, la projection. Donc, quand on parle de projection, on pense bien sûr au dessin industriel, avec les vues de dessus, vues en coupe, vues de côté, etc., qui permettent, à partir de plusieurs dessins relativement simples, de se faire un modèle mental d'un objet en 3D avec des formes compliquées. Comment ça se traduit, ça, dans le cadre du MBSDA? En fait, c'est plutôt la possibilité de définir des modèles partiels en inhibant, par exemple, certaines catégories de défaillance. Bon, on verra un exemple sur les use cases tout à l'heure. Dans un système électrique, on peut considérer les basculements de disjoncteurs comme parfaits, c'est-à-dire pas de refus de fermeture ou d'ouverture. Et en faisant cette simplification, c'est une sorte de projection du modèle sur un espace de défaillance plus simple, et ça permet de faire plus facilement des vérifications, par exemple. Alors, une petite page sur la proximité entre le modèle de conception et le modèle MBSDA, puisque l'état de l'art a montré qu'en fait, il n'y a que deux approches possibles. Soit on dérive le modèle MBSDA du modèle de conception du système. Donc, dans ce cas-là, ça revient à partir de ce modèle de conception et d'y ajouter des annotations ou des extensions qui vont permettre, par exemple, de générer un arbre de défaillance. Donc, vous avez ce genre de choses pour des modèles de systèmes créés en 6ML ou en UML, avec des outils comme Capella ou Papyrus. Donc, vous avez la possibilité de rajouter des informations dans le modèle de conception et ensuite de générer soit une FMEA, soit des arbres de défaillance, par exemple. Vous avez l'outil HipOps qui génère des arbres de défaillance à partir d'ajout de règles logiques qu'on ajoute à des modèles de simulation type Simulink ou Modelica.
Vous avez le langage AADL, Architecture... zut, j'ai oublié. Initialement, ça s'appelait Avionics Architecture Description Language, et puis ils ont changé, parce qu'ensuite, ils l'ont rendu un peu plus général. Et donc, là, ils ont ajouté ce qu'ils appellent les error models. Donc, là aussi, on ajoute des modes de défaillance aux composants du modèle, et ça permet de générer des arbres de défaillance. Alors, donc, cette liste n'est pas, prétend pas être exhaustive, hein, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Alors, l'avantage de cette approche-là, c'est que le modèle MBSDA est très proche du modèle de conception. Mais il y a un gros inconvénient, c'est que les modèles risquent d'être trop détaillés, en fait. Et puis, on ne peut pas réutiliser la connaissance. C'est-à-dire qu'on est obligé de coller au modèle de conception d'un système donné. Donc, on ne peut absolument pas écrire des modèles un peu génériques qui pourraient servir dans le cadre de plusieurs études de systèmes. Donc, la deuxième approche, c'est la construction d'un modèle MBSDA indépendant du modèle de conception du système. Alors, certains auteurs d'ailleurs considèrent dont je fais partie, hein, considèrent qu'il est plus pertinent de construire des modèles indépendants. Parce que ce n'est pas possible d'avoir tous les modèles possibles et imaginables d'un système technique complexe dans un cadre unique. Pensez par exemple à une maison imaginée par un architecte. Cet architecte, il va faire plusieurs plans différents. Un plan pour le maçon, un plan pour le plombier, un plan pour l'électricien. Et bien sûr, il y aura certains points communs entre ces différents plans, mais n'empêche qu'ils vont être très différents. Et c'est beaucoup plus efficace ainsi que si on essayait de tout mettre sur un même plan. Donc, les avantages de cette deuxième approche, c'est qu'on a des modèles plus légers, donc ça va réduire les temps de calcul, bien sûr, et surtout, on va pouvoir faire là de la factorisation et de la réutilisation de modèles. Bon, en revanche, il y a un inconvénient, c'est qu'il va falloir s'assurer quand même que le modèle MBSDA ne s'éloigne pas trop du modèle de conception. Donc, il faudra avoir une sorte de procédure de synchronisation avec le modèle de conception. Ça peut être tout simplement une moulinette qui prend le modèle de conception et, à partir de ça, génère, par exemple, la structure du modèle MBSDA. Bien, voilà, j'en ai fini un peu avec les généralités et je vais attaquer maintenant le contenu du guide lui-même avec les différents processus qui sont examinés dans ce guide. Alors, vous voyez, il y a 3 grands pavés: préparer l'étude, réaliser l'étude et soutenir l'étude. Dans chaque pavé, on a des sous-processus et donc le guide détaille pour chaque sous-processus quelles sont les données d'entrée nécessaires, quelles sont les tâches à accomplir et quel est le résultat à l'issue du processus. Alors, je vais parler beaucoup quand même du principal qui est réaliser l'étude MBSDA. Vous voyez qu'il y a une boucle de tâches: construire, vérifier, valider et exploiter les résultats. Pourquoi une boucle? Parce que c'est évidemment rarissime qu'on arrive à faire du premier coup le modèle parfait qui répond à toutes les exigences, qui satisfait toutes les parties prenantes, etc. Donc, on a forcément des itérations et jusqu'à ce que le processus converge et arrive à un modèle satisfaisant. Une fois qu'il est satisfaisant, on va pouvoir capitaliser ce modèle et donc pouvoir le réutiliser pour des études ultérieures de systèmes semblables au système qu'on a étudié. Alors, pour être un peu plus concret dans la suite, je vous présente les 2 cas d'utilisation qui sont donnés dans le guide en annexe. Donc, dans le guide, c'est présenté de manière complètement séparée, hein, c'est vraiment en annexe. Mais l'intérêt de ces annexes, c'est que ce sont
elles sont complètes, c'est-à-dire qu'il y a les modèles in extenso. On n'a pas mis simplement des extraits pour illustrer ou ce genre de choses. Vous avez vraiment les modèles complets. Alors, le premier cas d'utilisation, c'est un système très dynamique, un système discret, mais très dynamique, parce qu'il y a de nombreuses reconfigurations. C'est un système électrique qui existe réellement, hein, qui est dans une centrale nucléaire française. Et donc, on s'intéresse à l'alimentation la plus continue possible des deux tableaux électriques qui sont situés en bas du schéma ici, LHA et LHD. Et on a toute une redondance pour pouvoir alimenter ces tableaux électriques qui alimentent tous les auxiliaires importants pour la sûreté, notamment pour le refroidissement du cœur. Donc, on peut normalement alimenter ces tableaux via le transfo de soutirage ici, qui prélève de l'énergie sur le flux d'énergie qui part de l'alternateur ici et qui part vers le réseau. Si on ne peut pas alimenter par là, on va alimenter par le transfo auxiliaire, qui est alimenté par une autre ligne, qui elle-même est reliée au réseau. Et si on a perdu toutes les sources de la partie haute, on a ici des groupes électrogènes diesel qu'on peut démarrer et qui sont directement liés au tableau LHA et LHB. Ça, c'est la partie haute tension du système. Et les disjoncteurs, pour pouvoir s'ouvrir et se fermer, ont besoin d'énergie. Donc, ils sont alimentés en 125 volts par ce qui est appelé la partie basse tension ici. Donc, cette partie basse tension est également très redondante. On a des piquages à partir de la partie haute tension et puis des transformateurs qui abaissent la tension à 125 volts. Ensuite, on a des redresseurs, puisque ici, ces tableaux basse tension sont alimentés en courant continu. Pourquoi? Pour pouvoir être reliés à des batteries. En fait, l'ultime secours, quand on a perdu l'alimentation par la partie haute tension, eh bien, c'est les batteries, ici et là, qui permettent de faire encore des basculements nécessaires pour les reconfigurations pendant 1 heure après la perte totale des alimentations venant de la partie haute tension. Donc vous voyez qu'il y a une problématique de bouclage du système. Si on perd la haute tension, on perd une partie de l'alimentation basse tension, et au bout d'1 heure, en fait, on a perdu complètement la partie basse tension, et donc on ne peut plus manœuvrer les disjoncteurs de la partie haute tension pour reconfigurer cette partie-là suite à des réparations. Donc, potentiellement, on est dans une situation, dans une impasse, en fait. Le deuxième cas d'utilisation a été choisi pour avoir un cas de système hybride, c'est-à-dire un système dans lequel on a à la fois des variables continues qui sont des grandeurs physiques. Ici, on a un réservoir qui contient de l'eau, et donc on a 2 variables continues qui sont le niveau de l'eau et sa température. Le réservoir est alimenté par 2 pompes. On prélève de l'eau ici par une vanne, et on va agir sur les pompes et la vanne pour maintenir un niveau de l'eau compris entre 4 mètres et 10 mètres. Et également, on va agir pour maintenir la température, si possible, en dessous de l'ébullition. Donc, il faut que la température reste en dessous de 100 degrés. Alors, la particularité de ce système qui fait que c'est plus compliqué à modéliser que d'autres, c'est que les taux de défaillance des composants sont influencés par la température, et même très fortement, puisque vous avez une fonction exponentielle ici. Donc, quand l'eau chauffe, les taux de défaillance des composants augmentent très fortement. Donc, les systèmes hybrides posent des problèmes particuliers, et par exemple, on ne peut les modéliser que de manière
approximative avec les outils dédiés au système discret, tels que le langage Altarica ou le langage Figaro. Donc c'est pour ça, ici, on a illustré avec cet exemple l'utilisation de l'outil Pikachu qui, lui, permet de modéliser précisément des systèmes hybrides. Donc maintenant, je vais passer un peu en revue les différents chapitres du guide, en essayant d'illustrer ça par les exemples. Donc premièrement, définir le périmètre et les objectifs. Bon, déjà, il faut bien savoir quel est le système qu'on va étudier, quelles sont ses limites, et qu'est-ce qu'on veut calculer. Est-ce que c'est la fiabilité, la disponibilité, la productivité, est-ce qu'on a besoin de facteurs d'importance? Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on va formaliser dans ce qu'on appelle la spécification technique de besoin MBSDA. Et on va commencer à formaliser les exigences de modélisation. Donc, on verra ce que c'est plus précisément après. Donc, il faut bien sûr collecter un maximum de données d'entrée sur le système. Bon, ça, c'est pas propre au MBSDA, quelle que soit la méthode utilisée pour faire une étude de sûreté de fonctionnement, il faut faire ce travail de collecte de données qui est très, très important. Et il faudra ensuite s'assurer de la traçabilité entre les données qu'on a collectées ainsi et les éléments du modèle qu'on va construire. Donc, à partir de là, on va pouvoir définir ce qu'on appelle les exigences de modélisation. Donc, pour illustrer ça, je prends le cas numéro 1, le système électrique, et je vous ai donné ici quelques exemples d'exigences de modélisation. Donc, on peut avoir des exigences très globales, comme la première. La partie contrôle-commande est considérée comme parfaite. Cette partie sera modélisée, mais aucune défaillance n'est représentée. Deuxième point, tous les composants, à l'exception des sources, peuvent présenter des courts-circuits. Troisième point, la réparation est prise en compte dans le modèle sans prendre en compte les contraintes du système de maintenance. C'est-à-dire qu'on considère que dès qu'on a besoin de réparer un composant, on peut le faire. On a en quelque sorte des ressources illimitées de réparation. Il faut définir les interfaces avec l'environnement. Bon, ici, on a une seule interface externe, en fait, c'est le réseau électrique, hein, sinon le système est en quelque sorte autonome. Et on a un seul effet de l'environnement qui est une défaillance de cause commune des deux lignes qui relient le réseau à la centrale. Donc on peut avoir une défaillance à cause de conditions météo exceptionnelles qui font par exemple tomber les lignes à cause du poids de la glace sur les câbles. Et donc dans ce cas-là, on a une défaillance de longue durée qui a une cause commune. Ensuite, on a un tableau de plusieurs dizaines d'exigences détaillées, donc je vous en ai mis quelques-unes ici. Donc, il y a une exigence qui généralement se présente sous forme graphique, c'est en fait il faut respecter la topologie, l'architecture, on va dire, du système. Donc, c'est juste une ligne dans le tableau, mais on a à côté le schéma du système qu'il faut respecter. Ici, vous avez, par exemple, ensuite des exigences sur le comportement. Le modèle doit prendre en compte la logique de reconfiguration de l'alimentation des jeux de barres, des figures 16 et 17, donc ça, c'est les figures qui représentent le système que je vous ai montré plus haut. Et dans ces dessins, on a des flèches rouges qui servent en fait à figurer des priorités d'alimentation par un composant amont ou un autre. Là, bon, par exemple, ici vous avez une exigence. Le modèle doit permettre de vérifier que lorsque le réseau est disponible, UNIT, c'est-à-dire l'alternateur en fait, fonctionne en mode nominal et injecte de l'énergie dans le grid.
Voilà, ben ça c'est une exigence, je l'ai mise là parce qu'elle va pas être respectée par les deux modèles. Parce que si on faisait ça, ça conduirait à avoir du courant qui circule tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, dans certains composants, et c'est compliqué à modéliser. Mais en fait, ça n'a pas d'importance vis-à-vis de l'objectif de l'étude, qui est de savoir si les tableaux LHA et LHB en bas du système sont alimentés ou pas. Donc voilà, ça c'est un exemple d'exigence auquel on peut penser au départ quand on prépare l'étude en quelque sorte. Mais finalement, le modélisateur va prendre une autre option, mais à ce moment-là, évidemment, il faut justifier pourquoi. Ensuite, il y a l'organisation du développement du modèle. Donc, il faut choisir l'environnement de travail. Bon, idéalement, effectivement, il faut attendre d'avoir fait tout ce qu'on a dit avant de choisir l'outil qu'on va utiliser. Bon, alors évidemment, en pratique, on a souvent un seul outil et donc on utilise l'outil en question, mais c'est pas l'idéal. Donc ensuite, on s'interroge sur la possibilité de réutiliser des unités de modélisation qui avaient été construites dans des études précédentes. Et on identifie qu'est-ce qu'il va falloir faire pour adapter les bibliothèques existantes. On va définir des règles de modélisation et planifier les activités de MBSDA. Alors, les règles de modélisation, je vais donner des exemples après, ça va permettre d'avoir un modèle qui est plus facile à relire et à comprendre. Alors, c'est également dans la phase d'organisation qu'on élabore le plan de test, c'est-à-dire pour chaque exigence de modélisation, on choisit la façon dont on va la vérifier. Est-ce que ça va être par inspection du modèle, simplement, ou est-ce que, par exemple, on va faire des simulations ou des calculs pour le vérifier? Alors voilà un exemple de règle de modélisation, qui est utiliser des noms explicites. Alors vous avez à gauche un composant dont on a bien du mal à deviner qu'il s'agit d'un relais, parce que vous avez des noms complètement sans aucune signification, I1, I3, I2, state 1, etc. Donc là, vous avez un modèle complètement illisible. Et à droite, vous avez un modèle avec des noms explicites. Et donc là, on comprend tout de suite qu'il s'agit effectivement c'est un disjoncteur avec des modes de défaillance qui est par exemple is stuck, il est bloqué, une variable qui signifie est-ce qu'il est ouvert ou pas, il peut être défaillant ou pas, etc. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ce genre de notation, entre guillemets, qu'avec ça. D'autres exemples de règles de modélisation, hein, par exemple, utiliser les mêmes noms d'objets que dans la conception. Ça, c'est pour assurer une traçabilité plus facile entre le modèle MBSDA et le modèle de conception. Utiliser une bibliothèque donnée, etc. Donc, si on récapitule un peu toute la phase de préparation, on a donc ici les 3 sous-processus: définir le périmètre et les objectifs, identifier et recueillir les données d'entrée et organiser le développement, qui vont conduire à finalement des éléments qu'on va trouver dans différents documents associés à l'étude. Et ici à droite, on a les livrables dans lesquels on va trouver ces différentes informations. Donc il y a la spécification technique de besoin, la spécification de modélisation avec, on a vu les spécifications des exigences globales et puis des exigences détaillées. Le plan MBSDA, où on dit comment on va s'organiser et comment on va faire oui, c'est ça c'est l'organisation. Et en dessous, vous avez le plan de test avec la façon dont on va vérifier les exigences.
Voilà, et on arrive enfin à la boucle principale qui est réaliser l'étude MBSDA. Donc, il faut démarrer la modélisation. On fait un premier modèle, on vérifie le modèle, donc on va voir plus en détail ce qu'on entend par là. Donc, il s'agit de vérifier qu'il est bien conforme aux règles de modélisation et aussi aux exigences de modélisation. En général, évidemment, ce n'est pas le cas, donc on reboucle, on modifie, donc voilà, on fait ça plusieurs fois. Quand on passe tous les tests de vérification, on va pouvoir passer à la validation. Donc là, ça c'est plus global, on va dire. La validation, c'est vraiment pour vérifier le comportement global du système. Et est-ce que c'est conforme avec tout ce qu'on sait déjà sur le système, grâce à des études qui ont pu être faites précédemment, grâce à simplement des avis d'experts, etc. Et si on passe la validation, eh bien, on va pouvoir exploiter le modèle et finalement obtenir les résultats de l'étude. Alors, pour construire le modèle, on va autant que possible réutiliser des unités de modélisation. Donc, on va chercher dans les bibliothèques existantes qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Et puis, évidemment, il faudra faire des adaptations de ces unités de modélisation parce que, en général, ça ne convient pas exactement. Il va falloir modéliser les défaillances de cause commune, ça c'est très important. On voit beaucoup d'articles dans la littérature avec des modèles qui sont tout à fait irréalistes parce qu'il n'y a aucune défaillance de cause commune qui est prise en compte dans le modèle. Donc, c'est très très loin de la réalité. Il va falloir se préoccuper de la façon dont on va modéliser les reconfigurations du système. Alors là, on a des notions de priorisation dans les reconfigurations. Et puis, on va définir les descripteurs. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut calculer. Alors, comment ça se présente dans notre cas d'étude numéro 1 pour le système électrique? Vous avez deux modèles, en fait, dans les annexes B et C. En annexe B, vous avez un modèle Altarica qui a été fait avec l'outil, construit avec l'outil Symfia-Neo. Voilà ici la vue globale de la partie haute tension du système. Vous voyez qu'il y a non seulement les composants physiques comme les disjoncteurs, les transformateurs, les diesels, mais il y a aussi des petits composants en vert. Ça représente le contrôle-commande qui est lié un petit peu, enfin qui est lié à beaucoup d'autres composants, puisque le contrôle-commande prend des informations sur l'état des composants et envoie des ordres au disjoncteur. Voilà. Vous avez également, pour chaque lien entre deux composants, vous avez en fait deux liens. Un lien correspondant à des informations descendantes et un lien correspondant à la remontée éventuelle des courts-circuits. À droite, vous avez la représentation graphique du modèle Figaro qui a été construit avec l'outil Respectrum Model Builder. Respectrum Model Builder, en fait, c'est la version commerciale de l'outil KB3 d'EDF. Donc là, vous voyez qu'on n'a que les composants physiques du système. Le contrôle-commande est décrit sur une autre page, et donc on a juste des liens comme celui-ci, par exemple, qui représente un lien du contrôle-commande vers ce disjoncteur pour commander le disjoncteur. Alors là, les liens aussi sont uniques pour relier deux composants. Il n'y a pas un lien descendant et un montant, puisque en fait, en Figaro, un lien, ça peut être un objet complexe avec du comportement, plusieurs variables d'état, etc. Et donc, on peut regrouper les informations nécessaires dans un seul lien. Alors, la différence essentielle, en fait, entre les deux modèles, c'est la représentation du contrôle-commande. Dans le modèle Altarica, donc, comme vous voyez sur
la planche précédente, vous avez des modules qui servent à prendre des informations sur les composants et commander les disjoncteurs et éventuellement les diesels. Je vous ai mis un exemple ici un de ces modules. Donc là, on a des règles qui sont spécifiques à chaque fois pour le module en question. Dans le modèle Figaro, l'optique est très différente en fait. Il y a uniquement des règles génériques dans une base de connaissances et le contrôle-commande est décrit par la topologie et les priorités de ce qui est appelé les blocs séries. Donc ici, vous avez une saisie graphique de l'ensemble des blocs séries. Alors un bloc série, c'est simplement un bloc de composants qui sont en série. Donc vous voyez que c'est une sorte de topologie simplifiée de la topologie physique du système. Et donc on saisit cette topologie des blocs, on donne des priorités quand il y a plusieurs blocs qui permettent d'alimenter un seul bloc en aval, et à partir de ça, et des règles génériques, ça décrit complètement le contrôle-commande. Donc, une fois qu'on a construit le modèle, il faut le vérifier. Donc, en fait, il faut vérifier que, à la fois d'un point de vue structurel et comportemental, on répond bien aux exigences de modélisation. Donc, je vais mettre ici des exemples concrets de points de vérification. Alors, je les ai classés en facile, pas très facile et difficile. Bon, il y a un certain nombre de choses assez triviales, comme par exemple le respect des règles de modélisation, l'examen syntaxique et sémantique. Bon, ça, c'est même fait automatiquement par l'outil. Si vous faites une erreur de syntaxe, il va le détecter automatiquement. La cohérence avec les paramètres des lois de probabilité par rapport à ce qu'on avait dans la description du système, etc. Bon, tout ça, c'est assez facile à faire. Après, un peu plus difficile, par exemple, il y a la conformité des automates à état fini. Bon, donc on verra qu'on a intérêt à faire de la documentation là-dessus pour expliquer comment ça fonctionne. Encore plus difficile, la conformité des équations différentielles, notamment pour les systèmes hybrides. Est-ce que ça correspond bien au comportement qu'on attend? Aussi, dans les points très difficiles, il y a la correspondance avec le comportement attendu pour la priorisation des transitions instantanées ou quasi instantanées. Donc, je vais donner un exemple à la page juste après. Alors, ce qui est très important, c'est de résister à la tentation d'exploiter le modèle avant de l'avoir complètement vérifié. Parce que, qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, il peut se produire ce qui m'est arrivé quand j'ai construit le modèle Figaro de ce système. Pour une raison que je ne me suis pas expliquée après coup. Enfin, j'avais une donnée de fiabilité qui n'avait pas la bonne valeur. Il y avait un facteur 10 dans cette donnée de fiabilité. Et ça me donc produit des résultats faux. Donc, je me doutais bien que les résultats étaient faux puisque j'avais quasiment un ordre de grandeur par rapport à ce que j'attendais. Mais c'était pas évident de voir d'où ça venait parce que les séquences prépondérantes, c'était quand même les bonnes. C'était les séquences prépondérantes attendues. Donc, cette erreur sur une seule donnée de fiabilité perturbait le résultat global, mais pas la hiérarchie des scénarios. Donc, j'ai mis plusieurs heures, en fait, avant de trouver où était l'erreur. Et ça, j'aurais pu éviter, évidemment, cette perte de temps si j'avais tout simplement vérifié systématiquement toutes mes données de fiabilité avant de lancer le moindre calcul. Alors, pour vérifier, un point qui est particulièrement délicat, c'est quand on a des reconfigurations instantanées en cascade. Bien là, la simulation interactive ou pas à pas, c'est très utile.
Donc là, je vous ai mis un petit exemple de système électrique avec une reconfiguration. Donc ici, vous avez deux jeux de barres qui sont séparés tant qu'ils ont chacun sa source. Mais si jamais, par exemple, on a un court-circuit sur ce transfo, on va perdre l'alimentation, bien sûr, du jeu de barre de gauche. Sauf si on le réalimente par le jeu de barre de droite grâce à ce disjoncteur-là. Mais pour faire ça, il faut éviter de fermer ce disjoncteur avant d'ouvrir celui-là, parce qu'on mettrait la partie droite en lien avec le court-circuit. Donc il faut s'assurer que dans l'ordre, on ouvre bien le disjoncteur sous le transfo. Là, on a une demande de fermeture de ce disjoncteur-là. Ensuite, on referme ce disjoncteur-là et on peut réalimenter la barre de gauche par la barre de droite. Donc, régler ce genre de choses, c'est-à-dire s'assurer que les choses se font dans le bon ordre, bah, il y a, disons, une solution de facilité, entre guillemets, qui est d'utiliser des petits délais déterministes. C'est-à-dire, on dit par exemple, quand on détecte le court-circuit, bah, tout de suite, par exemple, j'essaie d'ouvrir les disjoncteurs pour isoler le court-circuit, et un petit temps après, j'essaie de fermer le disjoncteur ici. Bon, l'inconvénient de cette technique, c'est qu'on a un modèle non markovien, donc ça réduit beaucoup l'ensemble des traitements qu'on peut faire derrière. Et sinon, une solution plus propre, hein, c'est d'avoir des transitions instantanées qui sont bien organisées, qui dépendent les unes des autres, ou avec des priorités. Donc ça, c'est vraiment une question qui est de première importance dans les modèles dynamiques. Pour le modèle hybride, la difficulté principale, je pense, c'est de vérifier qu'on a bien modélisé les équations différentielles. Donc ici, vous avez l'exigence de modélisation, qui est que la dérivée de la température de l'eau par rapport au temps est donnée par cette expression-là. Donc vous avez tout un tas de paramètres, ça dépend de la position de la vanne, du fait que les pompes fonctionnent ou pas. Et donc tout ça doit être traduit dans le code de Pikachu. Alors ici, vous reconnaissez en fait de la syntaxe Python, puisque on peut écrire les modèles Pikachu soit en Python, soit éventuellement en C++. Bon, le Python, c'est quand même plus facile parce que la syntaxe est plus simple. Donc il faut vérifier par inspection qu'on a bien pris en compte tout ce qui est défini ici dans l'exigence de modélisation. Donc une fois qu'on a un modèle complet, ou sinon complet, du moins un sous-ensemble de modèles qu'on peut envisager de faire tourner, entre guillemets, on va pouvoir se faire des simulations ou des calculs. Alors, en fait, on parle de simulation quand c'est un modèle dynamique pour lequel on va faire, par exemple, de la recherche de séquences ou de la simulation de Monte-Carlo, ou on parle plutôt de calcul quand c'est un modèle statique qu'on va transformer en arbre de défaillance, et à ce moment-là, on va faire un calcul d'arbre de défaillance. Donc il faut choisir les bons moteurs de calcul et paramétrer correctement ces moteurs de calcul pour faire les calculs. Voilà. Et donc après un certain nombre d'itérations, de vérification, révision du modèle, revérification, etc., on va enfin pouvoir passer à la validation. Et là, il s'agit de vérifier que le modèle est vraiment représentatif des exigences des différentes parties prenantes. Alors les parties prenantes, ça peut être les concepteurs, ça peut être les futurs utilisateurs, ça peut être des experts des systèmes du type étudié. Donc ça peut être différents profils de personnes. Et chacun a sa petite idée sur ce qui est correct ou pas correct, ce qu'on doit attendre ou pas du modèle. Donc, on va faire beaucoup de validation en examinant les résultats générés. Par exemple, on va regarder les coupes minimales, les séquences, et aussi on va regarder la pertinence des résultats quantitatifs. Est-ce que
les résultats quantitatifs varient dans le bon sens quand on change la valeur de tel paramètre, est-ce que c'est conforme à l'intuition, tout ce genre de choses. Alors, dans le cas du système électrique, pour le modèle Altarica, c'était un modèle non markovien, parce qu'on avait utilisé justement les petits délais pour organiser les priorités entre transitions instantanées, ou quasi instantanées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié que les séquences les plus probables sont correctes, enfin les séquences qui étaient sorties par la simulation de Monte-Carlo. On a vérifié le nombre de déclenchements des transitions sur 10 millions d'histoires. Donc on a regardé en moyenne combien de fois on avait tel disjoncteur qui s'ouvre, combien de fois la batterie est utilisée, etc., pour voir si tout ça était vraisemblable. Pour le modèle Figaro, on avait plus de moyens, puisque là, on avait un modèle markovien. Donc, on a pu utiliser l'outil FIGSEQ qui permet une recherche exhaustive des séquences de probabilité supérieures à un seuil donné. Et donc, on avait aussi autre chose, c'est une étude précédente avec un modèle de type BDMP. Donc, un BDMP, ça peut être vu comme une sorte d'extension des armes de défaillance dans laquelle on introduit des aspects dynamiques. Et donc, on a pu comparer les séquences du modèle MBSDA avec celles du modèle BDMP. Et là, on a vu quelque chose de très intéressant, c'est que le modèle MBSDA fait apparaître des séquences qui montrent l'importance du bouclage entre la partie haute tension et la partie basse tension. À cause de ce bouclage, comme j'avais indiqué tout à l'heure, on peut se trouver dans une situation où on perd la haute tension, donc on fonctionne sur les batteries pendant un certain temps pour la basse tension, la batterie s'épuise, et là, on n'a plus aucun moyen de manœuvrer des disjoncteurs pour revenir vers l'état nominal du système. Donc, inéluctablement, on va vers la perte complète des deux tableaux électriques LHA et LHB. Ben ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans le BDMP, parce que dans le BDMP, en fait, on ne pouvait pas modéliser justement ces aspects de bouclage. Donc, ça illustre que finalement, une validation n'est jamais définitive. On peut toujours avoir des nouveaux éléments de connaissance sur un système qui remettent en cause une validation faite précédemment. Sur cet exemple-là, les résultats numériques sont très sensibles à quelques hypothèses. Et en particulier, il y a la réparation des défaillances de cause commune. On peut soit considérer qu'elles sont réparées toutes les deux en même temps, c'est-à-dire par exemple on récupère les deux lignes électriques au même instant, évidemment un temps long après la défaillance, hein. Ou bien on peut considérer qu'on va récupérer une ligne d'abord, puis une deuxième. Et cette deuxième modélisation est beaucoup moins pessimiste en fait que la première. Parce que dans le premier cas, on est obligé de considérer que le temps au bout duquel on récupère les deux lignes, c'est la somme des temps des réparations des lignes prises indépendamment. Donc c'est très pénalisant. Donc, tout ça pour dire que on a un modèle avec certaines hypothèses qui sont assez cruciales. Et c'est important de réaliser quelles sont justement les hypothèses importantes. Donc, c'est toujours utile de faire des études de sensibilité pour compléter la validation. Pour le cas numéro 2, donc là, on a fait des vérifications, par exemple, du comportement déterministe en l'absence de défaillance. Donc, on considère que le système est complètement nominal, et puis on regarde si est-ce que le niveau d'eau, par exemple, qui va évoluer en dents de scie, il va aller jusqu'au niveau supérieur, où on arrête les pompes, à ce moment-là, il se met à baisser, il redescend jusqu'au niveau plus bas, on redéclenche les pompes, etc. On a fait des tests en changeant des paramètres pour voir si on avait des comportements qu'on pouvait prédire sans calcul, en fait, parce que c'est des cas limites très simples. On a examiné les séquences de défaillance, et puis on a aussi comparé les résultats avec ceux de la littérature. Voilà. Alors, une fois qu'on a le modèle, qu'on est satisfait, il est validé, etc., on va pouvoir exploiter le modèle
donc faire tous les calculs des performances de SDF qui étaient spécifiés dans la spécification technique de besoin. Et c'est toujours utile d'assortir ça de résultats complémentaires, c'est-à-dire des résultats sur des variables intermédiaires, enfin je sais pas, par exemple, combien de fois on a appelé les réparateurs, quelle est la durée moyenne de tel type de défaillance, etc., ce genre de choses. Et puis, ne pas oublier les études de sensibilité. Voilà. Et alors, bien sûr, pour que l'étude MBSDA pour qu'on puisse avoir confiance, il faut qu'elle soit complètement auditable, donc il faut la documenter. Donc, dans la documentation, il va falloir expliquer et justifier tous les choix de modélisation qu'on a fait, et aussi recueillir les preuves que le modèle est bien conforme par rapport aux exigences de la spécification de modélisation. Donc, par exemple, pour les automates à état fini, on va pouvoir utiliser, enfin, il est conseillé de faire des petites représentations graphiques. Là, vous avez deux représentations différentes pour le même automate. En bas, vous avez une représentation très classique qui est un state chart. Et en haut, vous avez une représentation moins conventionnelle, mais qui peut être utile aussi. Donc, tout ça pour expliquer en fait le fonctionnement d'un composant. Donc, le processus de documentation, il se fait en plusieurs étapes, parce qu'en fait, à chaque étape, chaque processus, tel que construire le modèle, vérifier le modèle, valider, exploiter les résultats, il y a une part de documentation à faire à ce moment-là. Et ensuite, quand tout est fini, on va pouvoir capitaliser le modèle, c'est-à-dire, en fait, penser aux études futures qui vont pouvoir réutiliser des morceaux de modèles que l'on a, notamment les unités de modélisation, hein, c'est-à-dire des composants, en fait, qu'on a créés, rassemblés dans une bibliothèque. Donc, il va falloir rendre ça accessible pour que ça puisse être réutilisé et donc accélérer les études futures du même type de système. Donc, pour ça, il faut conserver avec une gestion de configuration très propre le modèle qu'on a réalisé, les bibliothèques d'unités de modélisation qui sont liées au modèle, toute la documentation. Et éventuellement, il faut documenter à part, entre guillemets, les unités de modélisation dont on pense qu'elles sont réutilisables pour la suite. Donc, si on récapitule les livrables principaux d'une étude MBSDA, on a le dossier de modélisation, donc, qui explique comment on a modélisé, et ça permettra à quelqu'un de nouveau de comprendre comment le modèle est fait. Ensuite, on a le dossier de choix de modélisation qui permet de justifier les choix de modélisation, donc avec éventuellement certaines approximations, simplifications qu'on a faites, donc il faut les justifier. Et ensuite, on a le dossier justificatif de définition du modèle. Donc, c'est là qu'on a toutes les preuves que le modèle est bien conforme par rapport à la spécification de modélisation. Voilà. Alors, je vais sauter en fait la partie soutenir l'étude MBSDA. Vous vous rappelez, dans les trois pavés, là c'était le pavé d'en bas. Bon, en fait, c'est un peu des évidences, c'est-à-dire qu'il faut, avoir des compétences dans l'entreprise, des compétences sur le MBSDA, les entretenir. Il faut avoir des outils et savoir choisir les outils en fonction des caractéristiques des études à faire. Il faut gérer la configuration de l'étude, ça c'est très important parce qu'il faut absolument savoir quelle version de modèle correspond à quelle version du système étudié, parce qu'on a souvent des changements en cours de projet. Et donc, il faut stocker tout ça dans une base de données bien organisée. Voilà, je vais m'arrêter là.
Donc, n'hésitez pas à télécharger le guide. Il est assez volumineux, surtout à cause des annexes, hein, puisque vous voyez que le corps du guide ne fait que 40 pages. Mais l'intérêt des annexes, en fait, c'est que vous avez vraiment tout le détail, vous avez des études complètes. Donc ça vous donne une idée vraiment très précise de à quoi ressemble une étude faite en MBSD1. Et la prochaine étape, maintenant, ça va être de travailler avec la FNOR pour faire une norme française à partir de ce guide. Voilà, je pense qu'on peut ouvrir les questions maintenant. Donc,